Bien, maintenant, après cette remise des prix, nous allons passer à au discours de notre secrétaire général, Hubert Joannet, qui va nous parler du couple franco-allemand. Alors, ça marche. Alors, messieurs les présidents et les secrétaires généraux des académies, messieurs et mesdames les académiciens, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de rendre hommage à mon prédécesseur Philippe Marre. Archiviste pendant 3 ans et demi de l'Académie, il a ensuite été pendant 4 ans secrétaire général. Il est très investi dans le projet Syncôme. Je vous propose de le remercier et d'applaudir Philippe Marre. Alors, on a coutume à l'heure actuelle de parler du couple franco-allemand, qu'il s'agisse de la marche de l'Europe ou des compétitions sportives. En fait, ce couple franco-allemand s'est également illustré dans la compétition scientifique. Il suffit de rappeler la compétition entre, d'une part, Louis Pasteur, chimiste, qui découvre en 1861 que la fermentation est liée à des organismes vivants, et qui vaccinera en 1885 Joseph Meister contre la rage, alors que parallèlement en Allemagne, Robert Koch, médecin généraliste qui avait une mauvaise vue et s'était équipé d'un microscope, découvrit en 1873 la bactérie du charbon et surtout en 1882 le bacille de la tuberculose. Les échanges lors du 4e congrès international d'hygiène et de démographie à Genève en 1882, retracés par des traductions volontairement imparfaites, avaient alimenté la polémique. Cette histoire a d'ailleurs été très bien racontée par Maxime Schwartz de l'Institut Pasteur. Pour ce qui nous intéresse en chirurgie, au XIXe siècle, il y avait déjà eu un échange à distance entre Philippe Bozzini de Francfort, qui avait introduit le Lichtleiter. Il s'agissait d'aller voir dans les cavités à l'aide d'une flamme et d'un miroir, et qui permettait l'exploration gynécologique basse. En 1853, Antonin Jean Desormeaux, qui reste le fondateur de l'urologie, chef de service à l'hôpital Necker à Paris, introduit le premier endoscope. La lumière bien plus puissante est apportée par un mélange d'alcool et de térébenthine. Il fit même quelques gestes interventionnels. L'histoire qui nous concerne aujourd'hui va s'étendre de 1901 à 1990. Par l'introduction et la généralisation de la voie d'abord célioscopique. Or, on constate que celle-ci se déroulera essentiellement entre l'Allemagne et la France. Dans cette histoire, seuls 4 intervenants extérieurs l'ont remarqué. Le Suédois Hans Christian Jacobaeus, qui reprit les travaux de l'Allemand Kelling et qui publia les premiers patients opérés par célioscopique. Le Hongrois János Veres, qui introduit son aiguille pour le pnéumopéritoine en 1938. Harold Hopkins, le Britannique, qui dompta la lumière froide pour être ensuite utilisée dans la célioscopie. Et enfin Cameron Nezat, l'Américain, qui en 1986 introduit la vidéoendoscopie. Alors, au début du XXe siècle, l'Allemagne est un pays puissant. De par sa population, puisqu'elle est de 60 millions contre 40 millions d'habitants en France, et surtout par son industrie, avec ses matières premières, mais surtout l'étroite collaboration qui existe entre le collège et l'atelier, le lycée, la faculté, l'université et l'industrie, les écoles d'ingénieurs et tout ça. Ce qui permit de créer de très nombreuses entreprises, la plupart du temps familiales, qui, spécialisées dans le petit outillage et l'industrie, devinrent pour la plupart et sont encore actuellement des leaders mondiaux. Vous voyez ici les exemples, et je ne vous parle pas de celui qui inventa le diesel, etc., sujet qui nous concerne moins. Alors, la France, nettement dominée dans ce secteur, est cependant très réactive. Elle va en particulier favoriser les échanges. Et les échanges, à cette époque-là, ce sont les expositions universelles.
les congrès médicaux n'existent pas encore, mais le développement des transports permet quand même de se rencontrer. Et la rencontre phare à cette époque, ce sont les expositions universelles. Elles ont débuté en 1851, c'est à cette occasion qu'a été créé le stade du Crystal Palace à Londres, et il s'agissait de montrer les progrès de chaque pays dans le cadre de la révolution industrielle et de favoriser des échanges, non dénués bien sûr d'arrière-pensée politique et diplomatique. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, la France organisera 5 des 13 expositions universelles, cela drainant, comme vous pouvez le voir, de très nombreux congrès, en particulier à Paris, de quelque spécialité que ce soit. D'ailleurs, finalement, la situation n'a pas vraiment changé. Savez-vous qu'en 2018, Paris reste la première ville d'organisation de congrès au monde et qu'en 2018, c'est le congrès médical de Düsseldorf qui reste le premier congrès de matériel médical au monde. C'est en 1901 que George Kelling réalise la première laparoscopie chez un chien. Il appelle d'emblée cette intervention célioscopie. Il utilise pour la première fois un trocard pour introduire un cystoscope. Et il fait un pneumopéritoine à l'air pour insuffler de l'air, et essentiellement d'ailleurs, pas tellement pour créer de l'espace, mais pour comprimer les éventuelles hémorragies. On voit déjà l'intérêt de l'hémostase, de la barostase. Il dit avoir opéré 2 patients, mais en réalité n'a jamais publié. C'est Hans Christian Jacobeus qui publiera le premier en 1911 dans le journal de médecine de Munich, 17 laparoscopies sous anesthésie locale chez des patients avec ascite et met en exergue la possibilité de la célioscopie pour examiner les cavités séreuses. En fait, l'évolution sera lente dans la première partie du XXe siècle. C'est Heinz Kalk de Berlin qui va développer la célioscopie diagnostique en 1928 en utilisant un trocard optique à 135 degrés pour essentiellement réaliser les biopsies du foie mais aussi de la rate sous anesthésie locale. Il met en exergue l'intérêt de la laparoscopie diagnostique qui sera largement reprise par les gastroentérologues et publiera 2000 laparoscopies en 1939. Les choses vont s'accélérer dans la deuxième partie du siècle. Le progrès va repasser de l'autre côté de la frontière chez nous avec Raoul Palmer. Interne des hôpitaux de Paris en 1928, chef de travaux de gynécologie de la faculté de médecine de Paris chez Robert Proust, le frère de Marcel, successeur de Jean-Louis Faure à l'hôpital Broca. Il introduit successivement la position de Trendelenburg, l'hystéromètre, l'utilisation du gaz carbonique et non de l'air pour le pneumopéritoine. Il construit un appareil pour connaître la pression d'insufflation exacte. Les débuts sont difficiles. Les patients sont opérés sous anesthésie locale, avec un pneumopéritoine qui doit rester inférieur à 25 mm de mercure. La lumière est assurée par une batterie électrique et un rhéostat. Son épouse racontera que pendant la guerre, il allait chercher les bouteilles de gaz carbonique en vélo en banlieue. Il confiera d'ailleurs à Kurtzen que les patients ne souhaitaient pas avoir une deuxième célioscopie. Ces premiers travaux seront rapportés par Mocco à l'Académie de chirurgie en juin 1946. Concernant 108 cas, il rapportera 250 cas dans le journal de gynéco-obstétrique en 1947. Les choses en fait vont beaucoup évoluer, puisqu'en 1952, il va enfin bénéficier d'anesthésiste, avec une anesthésie générale, d'une salle d'opération à sa disposition, et surtout, toujours le point faible, d'une source de lumière multipliée par 100. Il réalisa alors de très nombreuses laparoscopies diagnostiques et à des dialyses, les premières électrocoagulations tubaires, les prélèvements de vécite et les premiers films en couleur. Il bénéficie en fait des initiatives de Max Fourestier. Max Fourestier est un personnage étrange, c'est un médecin qui est un médecin scolaire, il a créé les colonies de vacances et il constate que beaucoup d'enfants à cette époque-là sont atteints de la tuberculose.
et que les bronchoscopes sont de piètre qualité. Il va donc faire passer un accord entre le CNRS et l'Institut national d'optique pour améliorer les endoscopes et décrira l'endoscope universel, à tel point que Robert Palmer pourra en 1955 réaliser son premier film en 8 mm en couleur. Cet endoscope universel obtiendra le diplôme d'honneur de l'exposition universelle à Bruxelles en 1958. En réalité, ce progrès sera très rapidement supplanté par Karl Storz. En effet, sur l'endoscope universel et depuis toujours, la lumière était annexée à la source de lumière, à l'endoscope lui-même. Et pour la première fois, cet ingénieur allemand, qui fabriquait déjà des endoscopes, après avoir échangé avec Harold Hopkins, va permettre de dompter la lumière froide, mais surtout de déconnecter la source lumineuse de l'endoscope. De plus, ce procédé va permettre d'obtenir une vision bien meilleure, qui n'avait jamais encore été égalée, et règle encore à ce jour tous les problèmes de la lumière qui n'étaient pas résolus. Les progrès continuent en Allemagne avec Kurt Sem. Gynécologue installé à Kiel, fils et frère dirigeant une entreprise de matériel médical, il va introduire successivement l'insufflateur automatique, de nouveaux procédés d'électrocoagulation, notamment la pince bipolaire, les nœuds intra- et extracorporels, le lavage aspiration et le pelvitraîneur. Tout ça dans une hostilité ambiante, puisqu'il va être d'une part interdit de publication par le Journal of Obstetrics and Gynecology, estimant que ses travaux ne sont pas éthiques. Certaines de ses interventions dans les congrès seront interrompues, on débranche la prise électrique pour les mêmes raisons, ça n'est pas éthique. Il va développer la triangulation et publie en septembre 1980 le premier cas d'appendicectomie par cœlioscopie. Mal lui en prend. Il est menacé d'exclusion par le président de la Société allemande de chirurgie. Il devra même réaliser un scanner cérébral pour prouver de ses capacités. En Allemagne, on rigole pas. Inspiré des travaux de Raoul Palmer et de Kurt Sem, l'initiative repasse en France, grâce à l'école de Maurice-Antoine Bruat à Clermont-Ferrand, qui réalisera avec Hubert Manès en 1972 le premier traitement conservateur cœlioscopique d'une grossesse extra-utérine. Il créera en 1990 le Centre international de chirurgie endoscopique, où afflueront de très nombreux chirurgiens de France et de l'étranger, gynécologues et digestifs, dont je suis, qui se formeront aux bases de la cœlioscopie. Mais l'initiative repasse en Allemagne, on progresse, et c'est Éric Muet qui, en 1985, réalisera la première cholécystectomie par cœlioscopie. Cette intervention sera là encore accueillie avec un grand scepticisme, et son article sera refusé en 1990 par l'American Journal of Surgery du fait de son mauvais anglais. Probablement subjugué par l'effet de l'intervention, il décide d'avancer encore plus et de réaliser cette intervention sans optique, sans pneumopéritoine, par l'intermédiaire d'un simple trocard qu'il appelle le galloscope et qu'il accroche au rebord costal. Comme on pouvait s'y attendre, le succès de cette opération sera voué à l'échec. De plus, il faut dire qu'à cette époque, la chirurgie des voies biliaires était contestée par des avancées en matière de lithotricie et de l'introduction des solvants biliaires. L'avenir montrera que la chirurgie reste le meilleur traitement. Les progrès sont constants de part et d'autre de la frontière, et c'est en France Philippe Mouret, à Lyon, qui suit les progrès de ses confrères gynécologues et réalise des adhésiolyses et finit par réaliser en catimini plusieurs cholécystectomies. Mais d'une part, il enregistre une intervention sur une cassette vidéo, et d'autre part, une de ses penseuses était venue travailler avec François Dubois à l'hôpital de la Cité universitaire. Depuis plusieurs années, François Dubois progresse dans l'abord minimal conventionnel des cholécystectomies et, apprenant le progrès de Philippe Mouret, le rencontre et finalement va développer la technique, l'évaluer et la publier. La fin de l'histoire est connue. Les 37 cas seront adressés en avril 1989 à Annals of Surgery et publiés aux États-Unis en janvier 1990. Dans l'intervalle, François Dubois va présenter la technique au 2e symposium international de chirurgie endoscopique à Atlanta. On connaît l'histoire. Une traînée de poudre dans le monde entier, à travers toutes les spécialités, et le qualificatif de 2e révolution française. Dès lors, l'histoire de la cœlioscopie est accomplie, et c'est finalement la France qui gagne le match.
Ainsi, mesdames et messieurs les académiciens, une fois de plus, les diverses initiatives, tant techniques qu'intellectuelles, de la part des Français et des Allemands, ont permis de faire progresser la science dans le monde entier. Je vous remercie.